L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Éric Woerth avec Mickaël, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. Alors, les sujets ne manquent pas, mais vous avez entendu Guillaume Tabar, les sondages et une grande partie, j'allais dire, de l'opinion de droite qui commence à se demander, pas vous, mais ce que vous faites globalement. Parce qu'effectivement, il y a une succession de moments qui ont été délicats pour la majorité actuelle et pour François Hollande, et on vous voit bavarder pendant les séances d'actualité. Au fond, vous détournez de l'actualité globale et la plus importante. Est-ce que c'est pas quand même un problème pour une opposition ? Si, c'est un problème. Notre capacité d'opposition, elle est émoussée parce que, évidemment, cette crise grave à l'intérieur de l'UMP, elle prend l'énergie, elle prend aussi elle amène beaucoup de tristesse, elle met les gens dans un caractère, une posture qui n'est pas celle que nous devrions avoir aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, on n'a pas envie de nous entendre sur autre chose. C'est ça le pire. Alors ça va pas durer très longtemps parce que la crise, elle peut pas non plus perdurer. Si on joue le pourrissement, si on joue le pourrissement de la situation par le blocage, à ce moment-là, ce sera le pourrissement. Le blocage qui, pour vous, évidemment, c'est de Jean-François Copé. De Jean-François Copé aujourd'hui, il bloque la situation parce que je ne sais pas, en tout cas il joue le pourrissement, mais ce sera le pourrissement de l'UMP à ce moment-là. On aura le pourrissement de l'UMP alors qu'on a besoin, un peu comme pour la compétitivité du pays, on a besoin d'un électrochoc qui est celui de la démocratie. Et la démocratie, c'est tout simplement de revoter. Et d'ailleurs, on verra bien ce qui ressortira du vote, mais c'est très important d'en sortir tout simplement. Et toutes les propositions des uns et des autres, des personnes qui n'avaient pas pris parti, des personnes qui ont pris parti, d'une grande majorité, c'est aujourd'hui de dire revotons. C'est toujours la même solution qui est proposée. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que c'est vraiment utile de revoter entre deux personnalités qui, si l'on en croit les enquêtes d'opinion, sont maintenant, pour une partie des gens, c'est-à-dire l'ensemble des Français, plus les sympathisants de droite, sont disqualifiés? C'est très très utile. Qui peut avoir envie de se ruer pour revoter entre On ne va pas refaire le processus électoral depuis le début parce qu'on va passer des mois et ces mois seront extraordinairement nuisibles pour l'UMP et donc pour la démocratie puisque l'opposition en subira les conséquences. Mais il faut évidemment que à la fois Jean-François Copé et François Fillon, c'est-à-dire qu'on rejoue le 18 novembre. Il faut rejouer le 18 novembre qui n'a pas été bien joué et les résultats sont entachés de graves irrégularités. Il faudra une campagne, mais très brève, parce que tout est sur la table aujourd'hui. Donc il faut très rapidement, dans des conditions claires et dans des conditions transparentes, ce qui n'a pas été le cas des précédentes élections, de celle du 18 novembre, rejouer le match, parce que le match, il s'est pas déroulé correctement. Et on peut pas avoir un président à la tête de l'UMP qui ne soit pas légitime, quel qu'il soit, au fond. Et donc, une fois l'élection qui sera repassée, une fois une nouvelle élection dans des conditions claires, évidemment, la légitimité ne sera plus mise en cause et donc l'UMP pourra recommencer son travail. Justement, sur l'actualité, on va y revenir avec Mickaël, mais il y a un petit mystère concernant non pas Jean-François Copé, mais concernant François Fillon. C'est vrai qu'on le surnommait, c'est Le Monde qui a écrit ça hier après-midi, Courage Fillon, ce qui n'était pas très agréable. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'un personnage qui s'est durci, qui a même surpris l'ancien président de la République par sa détermination, Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui a changé ces 3 dernières semaines chez François Fillon? Mais on a caricaturé François Fillon, parce que c'est une personne à un caractère extrêmement fort et c'était extrêmement dur. Donc il montre sa fermeté. Il était d'accord dès le lundi ou le mardi, même au moment où il y a eu une sorte d'annonce de Jean-François Copé avant résultat de sa victoire. Donc tout ça est émaillé d'un incroyable scénario qui n'est pas démocratique. Et François, il y a quelque chose qu'il n'a pas accepté. Au fond, c'est qu'il y ait des bureaux de vote qui n'aient pas été pris en compte. Ça, c'était le trop-plein. Pour le reste, on était prêt à l'accepter parce que c'était l'intérêt de l'UMP. Et c'est ça qui a déclenché cette bataille. Puis après, des commissions qui ne sont pas neutres, qui n'étaient pas objectives. Et ce matin, il est déterminé absolument. Oui, mais tout le monde est déterminé. Il n'y aura pas de dissolution du groupe, il y aura... Non, mais vous savez, c'est pas parce que vous êtes filloniste ou copéiste, tout ça c'est ridicule. On est d'abord UMP, et c'est ça qui compte, c'est l'unité. Et l'unité, elle ne peut se faire que sur la clarté, elle ne peut se faire que sur la transparence. Il peut pas y avoir un chef, au fond, qui n'ait pas la légitimité. On peut pas se reconnaître là-dedans, quel qu'il soit. Et donc ce qu'on demande, c'est que cette légitimité revienne par le biais de l'élection. La bataille pour l'UMP, c'est la bataille pour la démocratie au sein de l'UMP. Ça, c'est pas totalement dérisoire. Mickaël Zamès. Nicolas Sarkozy a même tenté une médiation, il s'est énervé et aujourd'hui finalement on voit que même Nicolas Sarkozy n'arrive pas à départager les deux hommes. Qui peut le faire alors ?
Mais je pense que c'est leur bon sens. C'est au fond, on peut pas, Jean-François peut pas rester sur une position en disant j'y suis, j'irai, je ne vois rien, je suis entouré de quelques-uns qui poussent tous au crime au fond. Et puis c'est une sorte de fuite en avant, le pourrissement dont je parlais tout à l'heure. Ça c'est pas une solution pour l'UMP, c'est peut-être une solution pour lui, mais elle est pas durable, elle est très mauvaise même pour lui. Donc il faut bouger et bouger c'est revoter. Il y a pas d'autre solution aujourd'hui. Chaque personne qui a gardé raison au fond dans cette affaire le demande et donc il faut l'accepter parce que les militants sont propriétaires de l'UMP, personne d'autre, donc il faut leur redonner la parole. Mickaël. Sur le reste de l'actualité, on va parler un petit peu d'autre chose, notamment Très volontiers. de Florange, la nationalisation proposée par Arnaud Montebourg. Alain Juppé dit que c'est un ministre dangereux. Est-ce que vous considérez que c'est un ministre dangereux? Oui, oui, bien sûr, mais je le considère depuis le début, parce que c'est pas la première saillie. Je pense que nous avons besoin d'un ministre de l'Industrie, et qu'Arnaud Montebourg n'est pas ministre de l'Industrie, il est ministre de la Communication. C'est un peu économique, c'est un peu différent. Et souvent, malheureusement, sur le dos des travailleurs, parce qu'on fait de la démagogie, c'est toujours très simple, et puis après, ça se termine mal. On a besoin, aujourd'hui, d'une vision industrielle de notre pays. Nous avions commencé à l'inscrire avec Nicolas Sarkozy dans le temps, malgré la crise. On a besoin d'un travail énorme sur la compétitivité du pays. Aujourd'hui, le gouvernement propose un pacte pour la compétitivité. Hier, on a dit en commission qu'on n'était pas défavorable aux idées qui sont prônées par le gouvernement, même si elles sont compliquées, même si c'est un peu une danse du ventre, une danse des 7 voiles. Tout ça est un peu compliqué. Mais vous trouvez quand même des bonnes choses. Oui, parce qu'il faut baisser le coût du travail. Le gouvernement a admis qu'il y avait un problème de coût du travail et de compétitivité dans notre pays. On répète cela depuis des mois et des mois. Il y avait une action, il y avait une décision prise par le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui était de baisser d'augmenter la TVA en échange d'une baisse des charges sociales. Tout le monde le dit depuis des années. Une fois que la crise, une fois sortie de la crise aiguë, c'est-à-dire de la récession que nous avons vécue dans les années 2009, il fallait faire un choc de compétitivité. Bon, le gouvernement a dit non, et maintenant il dit oui. Donc on l'accompagne sur ce oui, sauf que le crédit d'impôt qu'il propose, c'est-à-dire au fond de baisser les impôts des entreprises de 20 milliards au travers de leur masse salariale, est quelque chose de compliqué, d'assez indirect, mais au fond ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Il y a un peu de contradiction quand même, parce que d'un côté on augmente de 20 milliards les impôts des entreprises et de l'autre on baisse de 20 milliards, je ne sais pas pourquoi, c'est un chiffre magique, de 20 milliards les impôts des entreprises. Mais enfin, admettons, on refait la TVA sociale, donc c'est une bonne chose parce que la TVA est une bonne assiette pour compléter, pour compenser la baisse de recettes de ce crédit d'impôt et de la baisse des charges sociales. Donc c'est une bonne chose. On l'a dit, mais on voit bien que le débat, il est au sein de la gauche là-dessus. La plupart des députés de gauche, ils supportent pas cette idée parce qu'ils voient bien que la TVA sociale, ils ont dit le contraire pendant c'est une politique de droite alors, c'est ça qui est appliqué en ce moment. C'est une politique de droite, oui. Ça, c'est une politique de droite. C'est ce qui expliquerait que les communistes, finalement, en inclus à voter le budget. Ils votent pas le budget parce que pour eux, il n'y a pas assez de fiscalité. Et pour nous, il y en a trop. Donc on se met d'accord pour, au fond, ne pas voter pour des raisons différentes le budget. C'est ce qui vient se passer au Sénat, de façon d'ailleurs assez violente. À l'Assemblée, les choses sont différentes. Le Parti socialiste a la majorité tout seul. Les Verts ne pèsent plus rien, ils sont sans cesse humiliés par le Parti socialiste, et puis le Front de gauche ne pèse pas non plus grand chose. Donc nous bataillons fermement contre ce budget parce que c'est du matraquage fiscal et parce que c'est contre l'intérêt de la France. Et toutes les solutions qui sont proposées ne doivent aller que dans un seul sens, améliorer notre compétitivité et deuxième point, réformer le marché du travail. J'ai une petite question provocante à vous poser. Est-ce que vous ne considérez pas, parce que François Fillon s'appuie aussi sur des différences idéologiques, que dans un deuxième temps, peut-être pas maintenant, parce que vous avez parlé effectivement avec Mickaël des choses positives dans la stratégie de François Hollande, positives avec des restrictions qu'on a entendues, que finalement pourrait se dessiner dans peu de temps, si Fillon sort du jeu, une sorte de majorité qui irait du Parti Socialiste à Fillon en passant par Borloo et en laissant tomber à droite le Front National et Copé, et à gauche les communistes et les Verts. Non, ça c'est un. Enfin, vous direz, non, je crois pas. Non, c'est pas ça du tout, parce qu'on n'est pas du tout centriste quand on est derrière François Fillon dans cette affaire. François Fillon, il était au centre de l'UMP. C'est assez différent comme conception, pas de la vie politique. Mais contestant quand même une partie de la stratégie de Nicolas Sarkozy en fin de campagne. Oui, mais la stratégie de Nicolas Sarkozy, elle était celle vous voyez bien que la clé de l'élection, c'était le report des voix du Front National. Donc le sujet était très très différent du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Non, on mène une opposition claire, ferme, combative. Quand il y a des propositions qui vont dans le bon sens, d'autant plus que c'est nous qui les avons inspirées,
si nous n'avions pas inspiré des mesures de compétitivité, si nous ne les avions pas demandées à tort et à qui à tort, ils ne les auraient pas faites, évidemment. Sa majorité n'en veut pas. Alors vous n'avez pas répondu à la question de Mickaël concernant Montebourg. Imaginons que les 400 millions et l'investisseur fantôme sortent du bois et que ce soit adoubé par François Hollande. Le fameux Montebourg surnommé par les Échos ce matin Mittal hurlant, finalement il peut remporter sa principale bataille dans cette affaire-là. Mais écoutez, il y en a plein des batailles, mais je sais que de toute façon, mais la question n'est pas de faire des coups, la question n'est pas de faire des coups. Un ministre qui fait des coups, c'est pas des stratégies. Il faut, enfin, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. On peut pas sans arrêt taper sur les investisseurs pour ceux qui veulent investir dans notre pays, quels que soient leurs défauts d'ailleurs. M. Mittal, il a plein de défauts, mais en même temps, il y a 20 000 emplois. Et si on veut donner un signe au monde entier que la France n'est pas prête à accueillir des investisseurs parce qu'elle déteste les chefs d'entreprise, c'est une erreur. Enfin, c'est pas une erreur, c'est une faute grave. On doit montrer de la fermeté, on doit négocier, mais on doit aussi montrer que la France est une terre d'accueil des investissements. Et d'ailleurs, Pierre Moscovici, ministre de l'économie, qui était à votre place hier, a dit que la France restait l'un des pays sur lesquels les investisseurs étrangers venaient toujours autant, voire plus. C'est peut-être l'héritage, non? Au fond, il y a peut-être des choses formidables dans l'héritage. Oui, ça, en général, on l'oublie. Mais vous savez, cet héritage, il va vite se dégrader à force de discussions et à force de saillies verbales de cette nature. On ne peut pas agresser les chefs d'entreprise et dire qu'on est pour l'emploi. C'est pas possible. Et sur la compétitivité, d'ailleurs, pour y revenir, on ne peut pas conditionner les mesures de compétitivité. On ne peut pas dire aux entreprises, on va baisser vos impôts, on va baisser vos charges, au fond, parce que vous avez besoin d'être plus compétitive, et en même temps de mettre une liste de 15 critères qui permettront des contrôles administratifs. Il n'y a pas de conditionnalité possible. Il n'y a pas de traçabilité possible. La compétitivité de notre pays, il faut laisser les industriels profiter, au fond, de la baisse des charges pour qu'ils investissent plus, pour qu'ils restaurent leur marge aussi. Les entreprises françaises, elles n'ont pas assez de marge. Et quand elles n'ont pas assez de marge, elles n'investissent plus. Et quand elles n'investissent plus, elles ne sont pas compétitives. Et quand elles ne sont pas compétitives, elles créent du chômage. Donc c'est évidemment ce cercle vicieux qu'il faut briser, que nous avions commencé à briser en sortant de crise par des réformes structurelles de notre pays. Quand vous avez été ministre du budget, beaucoup de gens ont dit Woerth, il va devenir Premier ministre. Et puis il y a eu les affaires, et puis il y a eu la fin de quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et l'un des problèmes qui est posé à l'opposition aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'elle n'a pas tiré les conséquences de justement cette fin de quinquennat qui a été, parce que François Baroin, comme le disait Mickaël, est venu lui aussi à votre place, il a dit finalement on a perdu les législatives, on a perdu les présidentielles, on a perdu les régionales, et personne n'en tire les conséquences. Je pense qu'on en a tiré. D'abord, les conséquences, c'est qu'on a perdu. Donc on a quand même vu les choses. Même élection à l'intérieur de l'UMP, entre nous, on l'a perdu. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que je voudrais pas être banal, mais la crise, elle a bouleversé de façon considérable la politique en France. Et puis il y a une grande violence aujourd'hui, et une violence économique, une violence sociale, une violence politique qui s'exprime tous les jours. Et c'est avec ce cercle vicieux qu'il faut rompre. Il s'est passé que les Français, ils ont bien raison, ils demandent des résultats. Non, les Français, ils demandent des résultats. Et malheureusement, la crise a fait en sorte que les résultats ne pouvaient être que négatifs. À droite, personne ne veut essayer d'entamer un premier bilan de ce qui s'est passé d'une manière claire. Mais on ne va pas l'écrire, le bilan. Mais il a été fait. Non, mais je sais bien, mais dans la tête, il a été fait. On voit bien que parfois on n'est pas allé assez loin, parfois on est allé trop loin, parfois ça me donnait le sentiment probablement d'une grande dispersion. Mais en même temps, il y avait un cap. En même temps, il y avait une fermeté. Il y avait une existence de la France sur le plan international. Il y avait une conception commune de l'Europe avec l'Allemagne. Il y avait des mesures prises ou des mesures à faire. Quand nous avons fait la réforme des retraites, c'est une mesure structurelle et bien d'autres ont été prises. Et puis on a lutté contre la crise. Le président Sarkozy, il a passé 3 ans de sa vie à lutter contre la crise. On oublie tout ça. C'est incroyable comme on gomme le passé. Et quand vous faites cela, vous ne faites pas nécessairement autre chose. Il y aurait eu d'autres réformes s'il n'y avait pas eu de crise. Il y a eu une crise, on lutte pour sa survie. Et c'était la survie des démocraties qui était en cause. Merci Eric Woerth d'être venu ce matin. Merci Mickaël. On se retrouve évidemment demain. À demain, Guillaume. À vous. Et dans un instant, donc, le rappel des titres avec évidemment Béatrice Mouidine.